Donc en fait, pourquoi ce sujet du parcours? Parce qu'en fait, le constat que l'on fait, c'est que c'est complexe, les parcours de soins à analyser parce qu'il y a 3 variables finalement. C'est qui? Donc, les, centaines, dizaines, milliers, dizaines de milliers de patients, dont on va étudier le parcours. C'est quoi un parcours? C'est-à-dire que c'est une succession d'événements. Alors parfois, il y en a très peu et parfois, il y en a énormément. Donc quels sont les événements qui sont clés dans le parcours? Quels sont ceux que l'on retient ou que l'on exclut en travaillant main dans la main, pardon, avec les experts? Et quand? C'est finalement quand arrivent, ces événements? C'est quoi la séquence d'apparition de ces différents événements, les enchaînements, des parcours, des événements, pardon, les uns par rapport aux autres, avec la dynamique, encore une fois, temporelle de temps entre les différents événements. Je repasse en mode. Non, non. Non, c'est pas. Alors, lorsqu'on représente les parcours, finalement, pourquoi on a besoin de data science? C'est le grand mot à la mode. Mais en fait, on se rend compte que chaque patient est différent dans son parcours et que lorsqu'on travaille sur des grosses cohortes comme les cohortes du SNDS nous donnent la possibilité de travailler, on se rend très vite compte que c'est impossible à la main d'identifier les différentes étapes et les patterns euh, que l'on observe dans la prise en charge, pardon, en vie réelle. Donc, il y a des graphiques qui existent. Donc, vous voyez le premier graphique en fond d'écran qu'on appelle surtout les spécialistes le graphe spaghetti. Alors, il est super, il est exhaustif, mais il est juste ininterprétable et pas lisible. À l'inverse, le deuxième graphique, qui est la succession des 5 petits points, pardon, donc 5 événements, là, pour le coup, c'est facile à interpréter, mais finalement, on enfonce des portes ouvertes parce qu'on ne va rien apporter. Et c'est là où l'association entre la data vise et le process mining nous permet de trouver finalement, de mettre le curseur au bon endroit pour obtenir des parcours qui soient à la fois lisibles et compréhensibles, représentatifs, et là on le verra tout à l'heure avec des taux de représentativité dans les modèles de parcours qui sont extrêmement importants, et informatifs parce que last but not least, le plus important, c'est aussi qu'on apporte de l'information à l'utilisateur final qui va travailler, qu'il soit décideur public ou qu'il soit industriel de santé. Pour finir cette introduction, donc ça, c'est pas de moi, cette citation, et Martin ayant euh, des, des, des mentors. Parmi ceux-là, il y a donc le professeur Von der Halst, qui a comparé finalement l'étude des parcours de soins à un GPS. Donc, in fine, pour être un outil d'aide à la décision. Donc, finalement, les 4 premiers éléments, vous les reconnaissez, hein, vous utilisez tous des GPS. On va cartographier le parcours, hein, au même titre qu'on va cartographier l'endroit où on veut partir. Et puis, c'est quoi les étapes clés de mon parcours? Comment je suis ensuite la trajectoire de mon patient et finalement, dans combien de temps l'événement va se produire ou avec quelle séquence. Et tout ça à mettre en perspective de notre problématique à nous, qui est de suivre une cohorte d'un grand nombre de patients tout au cours du temps. Voilà, j'espère que cette introduction vous aura donné envie. Et maintenant, je laisse la parole à Pauline. Bonjour à tous. La première question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est comment mettre en avant les trajectoires de soins que l'on peut observer au sein d'une cohorte et comment visualiser ces trajectoires. Alors, on va illustrer tout ça en étudiant le parcours des patients et les différentes étapes auxquelles ils doivent faire face avant de finalement être diagnostiqués d'un cancer du poumon. Alors ici, on a une petite représentation de 5 patients qui vont finalement être diagnostiqués d'un cancer du poumon. Et on se rend très bien compte qu'ils ont vraiment des parcours différents. Et comme disait Alexandre tout à l'heure, on se retrouve face à une complexité des parcours observés. Notre patient orange, par exemple, il commence par un examen clinique, une biopsie, puis il est diagnostiqué. Notre patient bleu, lui, il a 2 biopsies, un PET scan, et enfin, il est diagnostiqué. Et donc, on aura autant de parcours différents que de patients dans notre cohorte. Donc, imaginons 600 parcours. Alors, la première option de visualisation qu'on propose, c'est le Sunburst. Et le Sunburst, c'est un graphique qui va permettre de mettre en avant les trajectoires majoritaires qui existent. Alors, comment est-ce qu'on lit le Sunburst?
On part de l'extérieur et on va considérer que chaque patient correspond à un rayon de ce sunburst. Et donc, le patient, il part d'ici, du coin à gauche, puis il rentre dans le sunburst. Donc, il commence par un examen clinique. Ensuite, il continue un petit peu et il rentre dans la case orange, qui correspond à l'imagerie. Enfin, il a une biopsie, puis il est diagnostiqué. Et donc, on va essayer de se demander, d'accord, et mon patient orange de tout à l'heure, où est-ce qu'il se trouve sur ce sunburst? Et bien, on le retrouve ici, sur cette section. Et l'information supplémentaire qu'on a, c'est que le patient il a un parcours similaire à 17 autres % des patients de ma cohorte. Alors, très bien, on sait que le patient orange, il ressemble à 17 % de la cohorte, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans son parcours? Par exemple, quel est le temps moyen parmi tous les patients qui ont ce parcours-là entre leur examen clinique et la biopsie? Et bien ça, c'est une information qu'on peut ajouter, qu'on calcule à part et puis qu'on permet grâce à de l'interactivité sur nos graphiques. Et on sait du coup en un clic que le temps moyen entre l'examen clinique et la biopsie pour ces patients, c'est de 42 jours. Ensuite, on aimerait avoir encore plus d'informations sur ces patients. Qui ils sont? Est-ce que c'est plutôt des hommes ou des femmes? Est-ce qu'ils sont plutôt très comorbides ou pas? Et voilà, c'est des informations supplémentaires qu'on rajoute. Donc, on a dans ce petit groupe de patients 70% d'hommes qui ont en moyenne 70. Et puis, on réitère l'opération. On peut aller chercher le segment qui correspond à notre patient bleu. Notre patient bleu, il est ici. Il a bien ses 2 biopsies, son PET scan avant d'être diagnostiqué. Lui, il a de la même manière un parcours similaire à celui de 17% des patients de notre cohorte. Mais par contre, il a des informations un petit peu différentes. Par exemple, le temps moyen entre les 2 biopsies n'est que de 28 jours. Et puis, le groupe de patients qui lui correspond, il contient un petit peu moins d'hommes, seulement 58% contre 70% pour le patient orange. Voilà, et donc on va pouvoir exploiter comme ça chaque segment d'intérêt de notre sunburst pour identifier des profils de patients qui suivent un certain parcours. Le sunburst, donc, c'est une solution qui permet de visualiser les enchaînements majoritaires de bout en bout. On part de la première étape de suivi du patient jusqu'à l'étape finale qui nous intéresse, qui est le diagnostic. Sur ces trajectoires, on identifie des profils de patients et on met en avant les délais entre les événements d'intérêt. Par contre, le sunburst, il peut avoir quelques limites. La première, c'est de se demander si je veux savoir combien de patients dans ma cohorte ont eu un scanner. Alors, le scanner est représenté en jaune ici. Il va falloir que j'aille chercher chaque section jaune de mon sunburst et puis qu'ensuite, j'additionne ces sections pour avoir une idée de combien de patients ont eu un scanner. Donc, on voit que la réponse, elle existe dans le sunburst, mais elle n'est pas immédiate. Et puis, bien sûr, il faut se limiter en termes d'événements représentés et de profondeur du sunburst parce que sinon, on obtient très vite une limite de lisibilité. La deuxième visualisation qu'on propose, c'est la visualisation du Sankey. Alors, le Sankey, il va représenter les mêmes informations que le sunburst, mais il ne va pas mettre en évidence, il ne va pas appuyer sur les mêmes questions exactement. Donc, le Sankey, chaque rectangle sur le Sankey va représenter un événement et les relations, les arcs entre les différents événements représentent les flux de patients. La taille de chacun des éléments, donc du rectangle et des arcs, représente la proportion de patients concernés par ces événements et ces transitions. Alors, on aura une colonne par étape, ce qui représente nos différents niveaux du sunburst de tout à l'heure. Et donc, sur ce sunburst, on peut tout à fait, sur ce Sankey, excusez-moi, on peut tout à fait de la même manière retrouver notre patient orange. Ici, notre patient orange est là, il a son examen clinique, sa biopsie, puis il n'a rien jusqu'au diagnostic. De même, on peut caractériser tous les patients qui suivent la même trajectoire que le patient orange et mettre en avant le temps moyen entre les événements, la description en termes d'âge, de sexe, etc. On fait la même chose sur notre patient bleu et on obtient notre carte patient et la trajectoire qui est suivie par 17% de la cohorte, similaire au patient bleu. Le Sankey, donc, il permet de visualiser vraiment combien de patients passent pendant leur suivi sur une étape particulière. Très facile de répondre à la question, combien de patients ont un scanner en 3e visite? C'est la taille du rectangle jaune ici. On peut également mettre en avant les différents profils et les délais entre chacune des transitions, enfin les délais de chacune des transitions. Par contre, il est un petit peu plus compliqué de répondre à la question de l'historique complet d'un patient. C'est-à-dire qu'une fois que mon patient il est passé par la case scanner ici,
C'est compliqué de savoir d'où il vient vraiment depuis le début, c'est-à-dire quelle était sa première étape. Et c'est compliqué de se projeter très loin dans son suivi. Le Sunki va vraiment se focaliser sur je suis à un état, d'où est-ce que je peux venir à l'étape précédente et où est-ce que je peux aller dans l'étape suivante. On a un petit peu les mêmes limites que le Sunburst. Dès qu'on a trop d'étapes ou trop de transitions, ça devient trop complexe. On retrouve presque le grappe spaghetti dont Alexandre vous parlait tout à l'heure et ça devient illisible. Le Sankey, c'est une représentation qui est très présente dans la littérature. Alors ici, on a un très bon exemple d'utilisation d'un travail réalisé par une équipe du CHU de Lille. Alors ce travail, il étudiait les patients qui avaient subi une opération du pancréas. Et l'idée, c'était de savoir par quelle unité de soins les patients allaient passer à la suite de cette opération et s'ils allaient pouvoir rentrer chez eux ou si malheureusement ils allaient décéder. Et donc, là, on a une visualisation très succincte de tous les cas de figure qui arrivent dans la cohorte et comment on peut mettre en avant les principaux parcours qui mènent à un retour à la maison. Finalement, les deux approches sont très complémentaires. Le Sunki va vraiment aider lorsqu'on a peu de flux différents et qu'on veut mettre en évidence tous les patients qui passent par une certaine étape au cours de leur suivi. On n'a pas vraiment une notion d'historique complet de la trajectoire du patient, mais on quantifie vraiment tous les flux et toutes les transitions entre chaque étape. Le Sunburst, encore une fois, il est très pertinent quand on a peu d'étapes et il met en avant les enchaînements majoritaires du point de départ au point d'arrivée des patients. On ne met pas en évidence combien de patients sont passés au moins par un événement au cours de tout le suivi. Martin, je te laisse la parole pour la seconde partie. Merci. Bonjour à tous. Alors, on continue ce voyage sur le thème des parcours patients avec cette idée de pouvoir aussi comparer des groupes. Finalement, est-ce que deux groupes de patients ont des parcours similaires et de voir comment on peut retrouver ça au regard de tous les types de recours aux soins que l'on peut avoir. Donc, on va avoir cette envie de voir une évolution au cours du temps au regard de différents groupes de patients. Et donc, si on reprend cet exemple illustratif qui va nous aider à voir ce que l'on peut faire, de cette idée de capter les grandes étapes d'un suivi post-diagnostic. À partir de ce T0 du diagnostic de la pathologie, quels vont être les recours aux soins derrière, sur tous les types de prise en charge, que ce soit vraiment les consultations et après tout ce qui va être les examens et surtout les traitements. Pourquoi on s'intéresse à toutes ces catégories? Parce que jusqu'à présent, on disait qu'un patient, c'était une séquence de soins, une trajectoire, alors qu'en réalité, c'est en fait un ensemble de trajectoires. Là, sur l'écran, on retrouve 4 séquences pour un seul patient pour couvrir la partie imagerie, biologie, les consultes et les traitements. Du coup, et de la même façon, on va retrouver la discrétisation du temps, donc mois par mois, comment ça se passe. Et à partir de là, en tant que bonne analyste, on va transformer cette information avec ce visuel. Alors là, clairement, entre la partie gauche et la partie droite, on a juste transformé les ronds de couleur en carrés de couleur. Et vous allez voir, c'est important parce que ça va nous permettre d'obtenir une matrice. Et en fait, vous pouvez reconnaître la forme ici comme un QR code. Donc, c'est ça qui va être très important. On va appeler ça la carte d'identité du patient, c'est-à-dire la capacité à synthétiser l'intégralité d'un parcours au cours de plusieurs mois, plusieurs années, sous cette forme visuelle extrêmement synthétique. Et donc, on va pouvoir le décliner pour l'ensemble des patients, avec cette idée de pouvoir capter toute la prise en charge. Là, sur cet exemple visuel, on reste sur 4 séquences, les 4 couleurs. En pratique, sur nos dernières études qu'on a pu mener là, sur le SNDS, l'ordre de grandeur, on a une vingtaine de catégories de prise en charge quand on combine à la fois la partie hospitalière et tous les types de prise en charge en médecine de ville. Donc, il faut imaginer une carte patient un petit peu plus grande, un peu plus complexe, et donc ça fait son QR code. Alors, très bien, pour chaque patient, on est capable d'obtenir cette carte. Qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a 500 000 patients sur une cohorte? Donc, première étape, on va commencer par obtenir la carte moyenne de la cohorte. Donc là, grâce à cette structure sous forme de matrice derrière, c'est le point de départ pour pouvoir faire des calculs, on va avoir la carte moyenne. Et donc là, ce qu'on a à l'écran, c'est vraiment une synthèse
très visuel de ce que l'on peut obtenir sur une cohorte aussi grosse que 500 000 patients, sur laquelle ce que l'on va déceler, je prends la dernière ligne là en rose, c'est la régularité de la prise en charge avec les traitements. Là, on était sur un exemple où, dès le premier mois post-diagnostic, il y a initiation du traitement, première case rose ici. Ensuite, sur les 2 mois suivants, il va y avoir une pause de traitement et ça va être repris sur les mois 5 et 6. Donc là, on voit cette alternance se dessiner et on voit visuellement la corrélation par rapport aux tests qui sont faits, notamment par rapport à l'imagerie. En fait, on voit que c'est totalement en phase par rapport à la régularité de l'imagerie, alors qu'à l'inverse, pour la biologie, il y a des tests qui sont faits vraiment sur le premier mois et seulement à partir du 7e, où de nouveau les tests spécifiques sont refaits. Donc là, vous voyez comment on accède à une info extrêmement synthétique, claire et pourtant riche. Mais on va quand même vouloir aller plus loin que ça. Et donc, c'est là où j'arrive avec une approche de clustering non supervisé. Donc là, cette idée de dire, au sein de cette cohorte, très bien, je suis capable de la synthétiser, de voir la carte d'identité moyenne, mais finalement, est-ce qu'il n'existe pas des sous-groupes de parcours spécifiques? Et donc, c'est ça que va nous apporter cet algorithme de clustering, c'est cette capacité à regrouper les patients dont la carte est similaire. Et donc, le résultat se présente de la même forme avec cette fiche synthétique. Et donc là, si je commence alors, sur le groupe 2 qui est à droite, ce qui va se dégager, ça va être un groupe qui va avoir un suivi sur la partie biologique sur les premiers semestres, donc les 3 premières cases, qui va être beaucoup plus régulier que ce que l'on avait sur la cohorte entière. Finalement, ce sont des patients qui vont d'abord avoir tous les tests avant de basculer sur le 2e semestre, donc la partie en bas à droite, ici, sur l'initiation des traitements qui vont être maintenus pendant les 6 mois. À l'inverse, le groupe 1 va avoir un suivi plus erratique avec finalement cette alternance avec des mois de suivi et des mois de pause. Et donc là, c'est ce que nous permet l'algorithme, c'est de traiter un volume de données qui est plutôt conséquent, puisqu'on s'intéresse à tous les types de prise en charge et va nous amener cette info synthétique des sous-groupes qui existent. Toutefois, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer notre exploitation de ces cartes patients avec une autre méthode dont le petit nom est auto-encodeur, qui va nous permettre de classer les patients. Donc là, on change un petit peu d'approche. C'est bien un des challenges que l'on peut avoir sur certaines bases de données, c'est la difficulté, le challenge de pouvoir étiqueter correctement l'état d'un patient au sein d'une maladie et donc notamment la capacité à identifier des stades sévères d'une maladie. Ça ne va pas être quelque chose qui est nécessairement codé dans la base de données. On s'appuie sur l'exemple du SNDS. Et donc, on va pourtant vouloir s'intéresser à ce sous-groupe de patients. Et donc, pour ces patients dont on n'est pas capable de les classer, on va retrouver leurs fiches. Et là, ce que l'on va faire, c'est, grâce à la méthode, donc un auto-encodeur, en fait, derrière ce nom un petit peu barbare, on est en réalité sur une technique de réseau de neurones. Donc, c'est vraiment le petit schéma avec les petits ronds. Ce réseau, ça va être vraiment des pondérations qui vont avoir pour rôle d'avoir une pondération plutôt élevée quand il y a un schéma type très caractéristique, par exemple, initiation du traitement dès le début du diagnostic. Donc là, on va avoir des pondérations élevées pour capter cet effet spécifique à des patients sévères, et à l'inverse, des pondérations très faibles quand on va avoir des consultations chez le spécialiste qui, en fait, ne sont pas directement liées à ce stade-là. Et donc, comment on va faire la partie apprentissage, qui est la petite vignette qui est en bas? C'est là où tout l'intérêt de faire des appariements de base de données va vraiment ressortir. Puisque je ne suis pas capable de classer le stade sévère très précisément pour les patients à partir de la base de données, je vais aller chercher cette information dans un registre plus clinique, plus précis, sur lequel l'info est renseignée. Et donc, sur ce sous-groupe, quelques milliers de patients, on va pouvoir demander au réseau de neurones d'apprendre les schémas types de parcours de soins qui sont propres à ces patients dans ce stade-là. Et ensuite, la méthode va pouvoir retourner sur les patients non classés et capter au sein de leur carte patient à quel point elles sont similaires et donc être mis dans la première colonne, stade sévère, ou à l'inverse, dans les patients qui ne rentrent pas dans cette définition. Et donc là, l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir enrichir les études épidémiologiques que l'on a. Et donc là, il y a vraiment cette idée qu'on est capable de réidentifier des informations qui ne sont pas directement dans la base de données.
petit complément par rapport à ces approches, par rapport à ces cartes patients visuelles que l'on vient de voir, il y a vraiment l'idée qu'on va vouloir comparer, c'était un peu le thème de cette section, comparer les patients entre eux et comparer les différentes prises en charge. Jusque-là, on avait nos cartes patients, mais on avait du mal à part visuellement de se dire, bah oui, il y a plutôt la phase avec les traitements qui a l'air d'être en même temps que la phase avec la biologie. Là, l'idée, c'est qu'on va représenter ces informations sur un même graphe, donc un graphe qui est assez classique, puisque donc on retrouve le temps en abscisse. Et là, en ordonnée, on va s'intéresser à la proportion de patients qui vont avoir chacun des types de soins. Donc là, j'ai affiché pour l'instant qu'un seul type de soins, qui sont les actes de biologie. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir capter que 80% des patients sur les premiers mois ont ce suivi de biologie. Donc, et je passe à l'affichage avec toutes les catégories de types de soins. Là, on n'en a que 4. On peut se dire que quand on va avoir une dizaine, une vingtaine de types de soins, il va y avoir aussi une logique de rendre ça le plus lisible possible. Et là, l'intérêt, ce que j'ai souligné au niveau des points roses, c'est de voir l'arrivée des traitements post-diagnostic. Finalement, sur les 2-3 premiers mois, on a un quart de la cohorte pour lesquels le traitement est initié. Et c'est vraiment à partir du premier semestre que les 3 quarts des patients vont être traités. Donc là, on va pouvoir capter cette information et comparer les différents types de prise en charge. Je pousse le curseur un petit cran plus loin. Certes, je suis capable de comparer si les patients ils sont plutôt en train de suivre les traitements ou la partie test, imagerie. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de rajouter une dimension supplémentaire qui est la taille ici des bulles, qui est à quel point ils sont traités. C'est au-delà de la réponse binaire, est-ce que le traitement a été initié? Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur une intensification du traitement en termes de fréquence, en termes de dose et ou de multithérapie. Et donc ça, c'est ce qu'on va être capable de faire transparaître avec ce visuel-là. Et donc là, on voit qu'il y a vraiment un moment pivot sur la prise en charge autour du 5-6e mois avec cette arrivée, cette intensification des traitements. Alors qu'à l'inverse, si on regarde la partie en jaune, toute la partie acte de biologie, c'est vraiment sur le début de la prise en charge que ça a un intérêt et après, ça diminue très, très nettement. En résumé, quand est-ce qu'on peut utiliser ces approches? Donc, on a vu cette approche principale autour de ce qu'on a appelé les cartes patients et puis sa déclinaison avec les courbes en bubble. Il y a vraiment cette idée qu'on va être capable d'étudier tous les axes des parcours de soins, tous les types de prise en charge. Et donc ça a vraiment cet intérêt pour avoir une vue d'ensemble, pour enrichir ce que l'on a vu sur la première partie trajectoire. Et avec cette idée de pouvoir trouver les groupes de parcours qui ressortent. Alors, dans les inconvénients, je triche un petit peu, c'est un inconvénient qui n'est pas un inconvénient, c'est qu'en fait, c'est encore des méthodes, comme elles sont basées sur du machine learning et des réseaux de neurones, qui sont encore assez peu répandus. Mais je pense qu'avec aujourd'hui, du coup, il y a cette idée de pouvoir expliquer comment ça marche et à quoi ça peut servir. Donc, ça ne saurait tarder. Pour la deuxième partie, sur les bubbles, peut-être un petit point d'attention, ça va être sur la volumétrie, donc vraiment le fait d'avoir énormément d'informations à traiter et à comprendre. Et donc là, il y a cette idée de rendre les choses extrêmement interactives. Donc là, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, mais il y a toute cette idée de pouvoir vraiment naviguer dans les données. On a vraiment cette volonté de dire, il y a de la donnée qui peut être disponible sur différentes sources de données, que ça vienne de l'hôpital, que ça vienne des bases de données médico-administratives, que ça vienne des registres. Et on va avoir cette volonté de pouvoir tout afficher et tout comprendre. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette partie, sur les différents groupes. On va sur la troisième et dernière partie avec vraiment un mot-clé qui va maintenant nous occuper, qui est cette idée de représentativité des parcours. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore vu. On a beaucoup vu comment étudier, représenter le parcours, cartographier. Et maintenant, on va s'intéresser à pouvoir quantifier les choses. Et quelle est un peu notre approche sur ça? C'est de se dire, en fait, on va un petit peu aller 2 crans plus loin par rapport à ce qu'on a vu. On va pousser d'un côté, on va faire un pas en avant sur la partie algorithme, aller chercher quelque chose de un peu plus
complexe, mais au sens très positif du terme, au sens où la donnée est complexe et le sujet sont complexes. Donc, il faut qu'on soit outillé en face. Mais cette complexité, on va totalement la faire redescendre grâce au deuxième cran qui est de dire on va pousser les outils de data visualisation dans leur recoin pour pouvoir avoir quelque chose d'extrêmement pratique dans l'exploitation des parcours. Et donc, pour ça, je te redonne la main, Pauline. Alors, pour illustrer cet algorithme et l'application de cet algorithme sur des données réelles, on va se baser sur une étude qui a été réalisée par Eva, qui s'appelle l'étude Sophia Diabète. Alors, l'étude de Sophia Diabète, c'est quoi? C'est une étude qui est basée sur un programme éponyme de la CNAM, donc le programme Sophia Diabète, qui a été lancé en 2008 et qui vise à accompagner les patients diabétiques dans leur vie quotidienne, notamment en leur envoyant, par exemple, des rappels pour s'assurer qu'ils suivent bien leur traitement, qu'ils vont bien consulter les bons spécialistes. L'idée, c'est vraiment de leur apporter un soutien au quotidien. Le premier enjeu de cette étude, c'était de se demander, est-ce que les patients qui sont adhérents au programme Sophia vont avoir moins de complications que les patients qui ne sont pas adhérents? Alors, les complications d'intérêt dans notre étude, c'est l'infarctus, l'AVC, les amputations et l'insuffisance rénale chronique terminale. Une fois qu'on a quantifié la proportion de patients qui avaient ou pas la complication en fonction de leur statut vis-à-vis du programme Sophia, on s'est posé une question suivante. On sait qu'il y a des patients qui ont adhéré au programme, mais qui pourtant ont tout de même eu la complication d'intérêt. Et donc, est-ce que le parcours des patients Sophia qui ont eu la complication est différent des parcours des patients qui n'étaient pas Sophia, mais qui pourtant ont eu la complication également? Et c'est là qu'on a besoin de process mining, puisqu'on a énormément d'événements qui arrivent dans le parcours du patient avant cette complication, et qu'on n'arrive pas à tirer des conclusions comme ça en regardant juste les données de but en bleu. Alors, la finalité de l'algorithme de process mining, c'est de fournir un graphe qui est le plus représentatif possible du parcours des patients de notre cohorte. Les éléments de ce graphe sont nombreux. Alors, le premier, c'est bien entendu la complication d'intérêt. Ici, on va s'intéresser à l'infarctus. Et puis ensuite, c'est tout ce qu'il a pu se passer dans la vie du patient qui peut l'emmener à avoir cette complication. Par exemple, on a les événements cardiovasculaires, les hospitalisations pour diabète, les consultations ophtalmologiques, etc. Et puis ensuite, on va essayer de relier ces éléments entre eux grâce à des arcs qui vont représenter les flux des patients entre les événements. Le dernier élément à prendre en compte, c'est la taille de ces éléments visuels, donc de ces ronds et de ces arcs, qui va dépendre de la proportion de patients concernés. Donc, plus l'élément va être gros, plus il va représenter de patients. Et donc, on arrive à ce visuel. Alors, sur la partie de gauche, vous avez le graphe des patients adhérents au programme Sophia, et sur la partie de droite, vous avez le graphe des patients qui ne sont pas adhérents. Alors, on peut dire que ces deux graphes sont différents, et donc on peut conclure que les patients ont des parcours différents. En particulier, les patients qui ne sont pas Sophia ont eu un parcours beaucoup plus erratique, beaucoup plus disparate que les patients Sophia qui ont un parcours, à dire, plus conventionnel, en tout cas plus simple. Mais on a ces graphes, mais on peut se poser une question, à quel point ces graphes sont vraiment représentatifs de ce qu'on peut observer dans la cohorte et pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces graphes sont vraiment pertinents? Eh bien, on va se baser justement sur ce score de représentativité dont Martin a commencé à vous parler, qui symbolise à quel point est-ce que mes patients collent bien, est-ce qu'on peut bien superposer le parcours de mes patients au graphe qu'on trouve ici. Et donc, on obtient là des graphes qui ont un bon score de représentativité, puisque le graphe des patients adhérents est représentatif à 81% et celui des non-adhérents est représentatif à 78%. Ça veut dire que dans notre premier cas, on a 81% des événements et des transitions qu'on observe chez l'intégralité de nos patients qui sont bien représentés sur ce graphe. Et donc, on peut vraiment conclure que les parcours des patients sont différents, qu'ils soient Sophia ou non. Alors, un petit peu de méthodologie derrière, puisque, en fait, quand on a regardé les données brutes, on avait 43 événements d'intérêt, 32 événements hospitaliers, 11 événements de ville. On n'a pas besoin de faire un dessin, on se rend compte que si on a 45 couleurs, enfin 43 couleurs sur l'image,
on ne va rien comprendre. Du coup, on a besoin de faire des choix. Et ces choix, ils sont faits avec un comité scientifique notamment. Et on va regrouper certains événements hospitaliers ensemble en se disant, oui, ils sont différents, ils sont codés différemment dans la base, mais en fait, ils représentent la même information pour le suivi du patient. Et donc, on va les regrouper. Et puis ensuite, on s'est intéressé aux événements de ville. Et finalement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas les représenter comme étant des bulles sur le parcours, donc des événements, mais qu'on allait par contre les associer à des transitions. C'est-à-dire que mon patient, il passe de l'événement orange à l'événement rouge, qui sont 2 événements hospitaliers. Et entre-temps, il a eu des consultations chez le podologue, des tests, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on va jouer pour alléger le graphe tout en gardant un maximum d'informations dans les résultats qu'on propose. Donc là, on a fait le premier pas, qui est le pas technique, ajouter un algorithme de process mining pour produire ce graphe. Mais il nous manque encore un petit peu d'informations. En fait, on a envie d'aller creuser sur ce graphe, on a envie d'aller demander ce qu'il y a derrière les bulles, de quantifier les patients, de les décrire. Et donc, on a développé une application interne, une application interactive qui s'appelle Apollo, et dont le but, c'est vraiment d'aller explorer les parcours, explorer les graphes qu'on vous a présentés juste avant. Alors ici, vous avez une petite vidéo. Donc, on se base sur un exemple différent. Cette fois, on se base sur des patients qui ont subi une laparotomie, donc une chirurgie de l'estomac, et on cherche à savoir ce qui leur arrive à la suite de cette laparotomie. Alors, la première information qu'on a, c'est quelles sont les différentes étapes qui peuvent arriver ensuite et combien de patients sont concernés par chacune de ces étapes. Ensuite, de la même manière, on peut regarder les transitions. Donc, quelles sont les transitions et quel est le temps associé à chacune de ces transitions. Mais on a envie d'aller encore plus loin et en fait, on a envie de savoir qui sont les patients concernés par chacune des étapes. Donc, en fait, on clique sur une bulle et là, on a le descriptif en termes d'âge, sexe, de comorbidité de chacun des événements. Et puis, la dernière information que peut nous fournir l'outil, c'est une comparaison entre 2 groupes. Parmi tous mes patients qui ont eu une laparotomie, à quel point se différencient les patients qui ont eu un événement spécifique d'intérêt vis-à-vis des patients qui ont eu tous une laparotomie. Et donc, on va voir qu'ils sont peut-être plus vieux, plus comorbides, etc. L'outil Apollo, son rôle, c'est vraiment ça, c'est d'aller creuser, apporter encore plus d'informations derrière un graphe qu'on sait être optimisé et représentatif de notre cohorte. Alors là, on va respirer un petit coup et puis on va se lancer dans la méthodologie vraiment sur laquelle repose l'algorithme de process mining. Allez. On part toujours de graphiques similaires. Donc, on a nos patients. Là, on a 2 patients exemples qui ont un parcours différent. Le premier patient, il a l'événement A au jour 0. Il a l'événement A encore au jour 10. Puis ensuite, il a l'événement C au jour 45. Mais en fait, on peut dire que le patient, il a une transition de l'événement A à l'événement C et que cette transition met 35 jours à avoir lieu. Cette transition, elle est directe puisque le patient, il n'a aucun événement entre son événement A et son événement C. Notre deuxième patient, il a l'événement A au jour 5, il a l'événement C au jour 60 et il a l'événement D au jour 110. Et dans ce patient, il a une transition entre A et D. Cette transition n'est pas directe puisqu'il y a un événement entre les deux. Et cette transition met 105 jours à avoir lieu. Et en fait, ce qu'on va devoir fournir à l'algorithme, c'est l'intégralité des transitions qui existent pour l'intégralité des patients de notre cohorte. Et donc, on va formaliser tout ça grâce aux formules qui vous sont présentées sur la droite, qui ne sont ni plus ni moins que ce que je viens de vous dire à l'oral. Alors, à la fin, on aura des graphes très complexes pour le coup, qui représentent l'intégralité des événements qu'on peut observer et l'intégralité des transitions qui existent entre ces événements. Alors, vous allez me dire, depuis tout à l'heure, on essaye de simplifier les graphes, et là, on se retrouve avec quelque chose de très complexe. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore fait tourner l'algorithme. C'est là qu'on retrouve notre score de représentativité. En fait, l'idée, c'est qu'on va partir d'un graphe initial, qui va être le graphe qui vous est présenté là sur la gauche, et puis qu'on va regarder le parcours de chacun de nos patients et qu'on va calculer le score de représentativité de cet arbre par rapport au parcours de notre patient. Et en particulier, on va prendre en compte 3 éléments pour calculer ce score. Le premier, c'est est-ce que les éléments qui sont présents dans le parcours de mon patient, je les retrouve bien dans le graphe? Ce sera mon petit Z.
Ensuite, le deuxième, c'est est-ce qu'il y a des éléments que j'ai dans le parcours de mon patient qui ne sont pas dans le graphe? Ça, ce sera mon petit delta. Et enfin, est-ce qu'il y a des transitions que j'observe chez mon patient que je ne retrouve pas dans le graphe? Ça, ce sera phi. Et comme ça, on va calculer un score et ça va nous permettre ensuite d'itérer pour améliorer l'arbre pour qu'il soit mieux représentatif de notre cohorte. On va prendre quelques petits exemples pour illustrer tout ça. Alors, un premier exemple, c'est un patient qui a A, B et C dans cet ordre-là. Et bien, on retrouve bien ces trois événements dans le graphe, donc Z égale 3. Et puis, on n'a pas d'événement manquant, donc delta égale 0, et on ne doit pas rajouter de transition, donc phi égale 0. On va regarder un deuxième patient qui, lui, a ADC. Alors, encore une fois, on retrouve bien les trois événements dans notre graphe, donc pas de souci, Z est égal à 3. Par contre, la transition de D à C, elle n'existait pas dans notre graphe initial. Du coup, on incrémente phi de 1. Et enfin, notre dernier patient, lui, il a AXD. Donc là, on a un petit souci puisqu'on ne retrouve que deux éléments de son parcours dans le graphe et on incrémente delta puisqu'il manque la lettre X dans le graphe de gauche. Et donc, c'est vraiment uniquement en utilisant ces trois paramètres qu'on va calculer notre score de représentativité pour aboutir à un arbre le plus représentatif possible. Alors, on part d'un graphe initial qui peut être par exemple le graphe obtenu comme le Sankey qu'on vous a présenté dans la première partie. Puis on va itérer et l'algorithme va améliorer son score. Donc, il va modifier les événements ou les transitions de l'arbre jusqu'à atteindre un graphe qui soit optimal, qui est le graphe de droite. Alors, cette méthodologie, elle est très puissante puisqu'elle nous permet d'avoir une image synthétique de ce qui peut se passer dans une cohorte dans le cas où les événements sont nombreux et où les transitions sont complexes. Mais on a encore envie d'aller un cran plus loin et de se dire, une fois que j'ai trouvé un graphe qui représente très bien mes patients, admettons, j'ai trouvé un graphe qui représente très bien mes patients Sophia qui vont avoir un infarctus, est-ce que si je reçois un nouveau patient, je ne sais pas s'il est Sophia ou pas, est-ce que je vais pouvoir le caractériser justement grâce à cet arbre? Et donc, c'est ce qu'on va faire avec du prédictif. On part d'un graphe qui peut décrire toutes les transitions qui existent au sein de la cohorte, c'est le graphe bleu. Ça ressemble au graphe spaghetti en fait, il y a tous les événements, toutes les transitions possibles. Et puis ensuite, on a un graphe, le graphe vert, qui représente le parcours des patients Sophia. Notre idée, dans un premier temps, ça va être de travailler sur le graphe vert, de sorte à ce que son score soit très différent des patients qui sont dans le graphe bleu et donc qui ne sont pas Sophia. Et donc, en fait, on va partir des distributions, là, des distributions vertes et bleues qui se superposent, et on va travailler sur l'arbre pour écarter au maximum les deux distributions afin d'obtenir une valeur seuil qui va nous permettre de discriminer les patients Sophia des patients non Sophia qui seraient en bleu. Et ensuite, on va recevoir un nouveau patient, un patient qui a la séquence AABB. Et on va demander à l'algorithme de calculer son score et donc de placer ce patient sur cet axe. C'est ce qu'on fait. Et là, on place le patient et on voit qu'il est bien sur la partie droite, qu'il a un score bien au-dessus du seuil. Et donc, on va pouvoir conclure qu'il a un parcours similaire aux patients qui sont Sophia. Et donc, on peut le prédire comme étant un patient Sophia. Et d'ailleurs, c'est cohérent puisque le patient il a les étapes AABB qui correspondent au schéma qu'on vous présente au-dessus. Je vais laisser la parole à Martin pour conclure cette présentation. Alors, le petit récap de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, finalement, que retenir? Alors, probablement que le sujet des parcours patients, c'est un sujet qui est toujours autant d'actualité et qui est crucial pour toujours mieux cerner ce que l'on peut apporter en termes d'études épidémiologiques. Très bien. Et peut-être pour retenir aujourd'hui, il y a cette idée on a vu trois axes, trois grands types d'approches avec vraiment cette partie trajectoire qui nous permet de cerner ce qui s'est passé, les enchaînements. Et puis, on est allé complexifier en allant chercher les cartes patients et les graph bubbles qui nous permettent d'avoir une vue plus complète puisqu'on voit tous les types de prise en charge. Et enfin, le process mining avec cet outil, in fine, à la fois algorithmique et outil de data visualisation qui vient magnifier tout ça. Et on voit le rôle clé, quand on parle des parcours, d'avoir des supports visuels.
tellement la masse de données traitées et le challenge de la temporalité sont importants. Et sur ces mots, merci à tous pour votre attention aujourd'hui. Merci Martin, merci Pauline. Alors, on a quelques questions. Je vais peut-être je te les lis et puis comme ça, vous verrez qui veut répondre. Il y a une première question sur les sunbursts de Laurie Fraticelli. Est-ce que le temps et les délais entre chaque étape peuvent être pris en compte dans les sunbursts? Comment on pourrait avoir cette visualisation temporelle dans les sunbursts? Alors, merci pour votre question. Alors oui, on peut le prendre en compte. En fait, on va revenir sur cette idée de dire on construit le graphe et on va le rendre interactif. Donc là, quel que soit l'outil de programmation que l'on utilise. Et donc, quand on dit qu'il est interactif, c'est vraiment à la souris. Vraiment, je vais pouvoir parcourir, sélectionner n'importe quel segment. Et là, je vais avoir une pop-up qui va s'afficher, qui va m'expliquer. À partir de cet événement, le temps qu'il a fallu par rapport à l'étape précédente était de 3 mois. Et à l'inverse, le temps jusqu'à l'étape suivante va être de 2 semaines. Et donc là, c'est de cette façon qu'on va pouvoir plaquer par-dessus l'information temporelle. Elle n'est pas utilisée pour construire le graphe, elle est juste plaquée par-dessus pour qu'on puisse l'appréhender. Merci Martin. On a une deuxième question d'Abdallah Arioua sur les cartes patients plutôt. Est-ce que les valeurs des cases sont les fréquences en unités de temps? Ah oui, alors, merci aussi. Enfin, en fait, merci pour toutes vos questions. Comme ça, et tout votre intérêt. Vraiment, sur cette idée de carte patient, on a été amené à faire de plusieurs façons différentes. Je vais en nommer 2 ici, sur 2 cas de figure qui étaient. Le premier, on est vraiment sur des cases qui vont être binaires. Donc, vous vous rappelez les cartes patients avec les petites couleurs. Et donc, quand c'est binaire, c'est est-ce que le patient a reçu un traitement sur le mois en question. Donc ça, c'est la première approche qui est la plus directe, à la fois la plus simple, et qui nous permet déjà d'aller creuser profondément ce qui se passe sur les parcours. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de dénombrer et de compter. Et ça nous permet quand même de faire la partie avec la carte moyenne globale et clustering qu'il y a derrière. Après, on a déjà eu un autre cas de figure où on s'est intéressé, rien qu'à la construction de la carte patient, à mettre déjà la fréquence des soins sur la période. C'est-à-dire que si on était sur les traitements, l'idée, c'était de savoir si on était sur 4 traitements par semaine pendant les 2 mois, et idem pour tous les autres types de prise en charge. Donc, on peut aussi se recaler sur des fréquences avec l'avantage dans cette approche carte patient qu'on a choisi notre unité de temps mois par mois ou semaine par semaine en fonction des données, qui nous permet qu'on est homogène sur les mesures de tous les types de prise en charge. Merci. Alors, une autre question un peu technique aussi de Vincent Biot. Pour la phase de clustering, quel algorithme préconisez-vous? Sachant que l'appariement optimal peut être assez lourd si on a beaucoup de patients. C'est la supposition qui a été faite par Vincent Biot. Alors, effectivement, il y a des challenges de capacité de calcul par rapport au travail sur les cartes patients, puisque soit en volume de patients, on peut avoir quelques centaines de milliers sur des cohortes, soit en volume de la taille d'une carte patient, parce que là, on est au mois, donc ça fait qu'il n'y avait que 6-7 mois de suivi, donc c'était raisonnable. Mais des fois, on descend à des échelles beaucoup plus fines. Alors, quels algorithmes on peut utiliser? Il n'y en a pas un, effectivement, qui prend le dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est le gros avantage avec cette représentation sous forme de carte patient. Donc, finalement, on a comme une image où on va travailler pixel par pixel. C'est que nous allons pouvoir aller utiliser des méthodes dédiées sur les images. Je pense en premier au réseau de neurones convolutifs. Effectivement, ça marche très, très bien. Mais il faut s'attendre à faire tourner les calculs pendant quelques heures ou même un peu plus. Alors, il y avait une question aussi de Céline Pibril, mais sur quelles seraient les conditions pour augmenter le score de représentativité. Mais c'était avant que Pauline, tu rentres dans le détail, donc je ne sais pas s'il y a besoin de détailler un peu plus sur cette partie. Je veux bien apporter une petite réponse sur ça quand même. Sur ce score de représentativité, on a vu ensemble qu'on est capable de construire un graphe qui va être représentatif à 80%. Donc, on se dit, c'est pas mal, 80%, mais on se dit, pourquoi pas plus? Si j'ai compris le sens de la question, c'est un petit peu ça. Et en fait, il y a une très bonne raison à pourquoi pas plus, qui est le 100%,
on revient sur le graphe spaghetti complètement illisible et où on ne peut plus interpréter et comprendre ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Ça n'est pas un objectif d'atteindre les 100%. En fait, il y a un effet d'équilibre qui va nous intéresser, qui est avoir le score le plus élevé possible tout en ayant un graphe qui soit le plus lisible et compréhensible. Donc, par rapport à votre question, comment je fais pour augmenter le score? L'idée, ça va être de permettre à l'algorithme de dessiner plus d'étapes et plus de flux entre les étapes. Et donc, c'est là où nous, notre rôle, c'est de dire à l'algorithme, de le contraindre en lui disant « je ne veux pas plus de 15 ou 20 étapes pour pouvoir avoir le résultat final. » Très bien. Avant l'application de l'auto-encodeur, vous avez labellisé les patients normaux avec le terme One Class Classification. C'est bien ça. Excuse-moi, tu peux répéter la question? Je répète, avant l'application de l'auto-encodeur, vous avez labellisé les patients normaux. Oui, OK. Alors, oui. Il y a effectivement, parce que, dans la question, comment on fait pour être capable de retrouver des patients d'une seule classe, dont nous n'avons les exemples que d'une seule classe, si c'est bien ça la question, parce que ça, c'est vraiment le cas de figure qu'on rencontre en pratique. C'est-à-dire que quand on travaille sur les données, il y a des patients qui sont labellisés comme étant dans le stade de la maladie, donc le stade d'intérêt, mais par ailleurs, ce n'est pas pour autant que c'est marqué que pour tous les patients qui ne sont pas dans le stade, ce n'est pas marqué explicitement. Ce qui veut dire que quand on fait l'apprentissage, nous n'avons que les exemples positifs d'appartenance à la classe. Et donc, il faut que la méthode, et donc c'est là où l'auto-encodeur est une approche très intéressante, soit capable de tenir compte du fait qu'il n'a que les exemples positifs pour pouvoir faire lui-même sa classification derrière. Très bien. Et alors, on a peut-être deux questions pour finir et peut-être pour voir si c'est possible d'élargir un peu le sujet. Donc, une première de Franck Sadion. Est-il possible de faire une corrélation entre les typologies de parcours de soins et l'offre de soins territoriale? Et puis, en lien, du coup, est-ce que ces types de résultats ont déjà été utilisés dans des dossiers HAS, CT ou CESP? Et quel était le retour des cliniciens? Alors, sur la première question, qui est de mettre au regard d'une offre territoriale les parcours de soins repérés, oui, oui, c'est possible et oui, c'est un sujet qui est intéressant, qui va être finalement surtout sur tout ce qui va être plateau technique, qui va être sur vraiment la capacité des patients à accéder aux soins au regard d'un parcours théorique. En fait, en tout cas, votre question, elle me fait plus penser à un sujet qu'on a traité, qui était de dire il y a un parcours théorique dans la prise en charge, mais en pratique, les données montrent qu'il y a des écarts, il y a des déviations. Et donc, certes, mais ça n'est que le point de départ de plus de questionnements. Pourquoi? Et donc, effectivement, c'est là où ça appelle à pouvoir investiguer au niveau régional, départemental, sur l'offre de soins qui était disponible pour ces patients et de voir si c'est une des causes possibles d'un écart au parcours. Donc, sous l'angle de l'écart au parcours, c'est quelque chose que l'on peut traiter. Ensuite, par rapport à la deuxième question, qui est est-ce que ces approches, méthodes sont proposées pour les autorités santé, HAS, Commission de la transparence? Alors, la réponse, c'est très bientôt, puisque de notre côté, on a des sujets en cours qui leur sont soumis. Alors, dans la question, il y avait un peu deux questions. Il y avait la partie vraiment vis-à-vis des autorités, des dossiers. Donc ça, c'est des choses. Aujourd'hui, nous, les retours que l'on a, c'est qu'ils sont de plus en plus friands. Ils sont demandeurs de ces informations. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. Et ensuite, dans votre question, il y avait aussi quel est le retour des experts? Alors, je vais prendre le verre très, très plein, qui est il y a un intérêt vraiment très fort aujourd'hui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que d'abord parce que la prise en charge aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que le traitement médicamenteux. C'est-à-dire qu'on tend vers quelque chose où la prise en charge, elle est globale sur le parcours du patient. Et donc, apporter de l'information aux cliniciens sur ce qui se passe en dehors de l'hôpital, ce qui se passe sur vraiment ces enchaînements, aujourd'hui, c'est des choses qui sont, à notre connaissance, peu documentées et où il y a
y a beaucoup à faire. Donc, vraiment, l'intérêt des cliniciens, il est important, d'une part. Donc, le point d'attention dans le travail sur ces sujets, c'est finalement, attention de ne pas noyer la discussion dans la complexité de calcul algorithmique qu'il y a derrière. Et je pense que c'est un des messages qu'on a voulu faire transparaître aujourd'hui, c'est la capacité à vulgariser et mettre à disposition une information qui soit claire. Donc, je peux que inviter tout le monde à aller dans ce sens-là pour l'acceptation et l'utilisation par les experts. Merci Martin. Je crois qu'on est arrivé au bout des questions. N'hésitez pas, de toute façon, vous avez nos mails dans le chat et vous pouvez nous contacter si vous avez besoin des slides ou si vous avez des questions complémentaires. On a aussi des articles de blog, comme ça a été mentionné dans le chat, notamment sur les auto-encodeurs, si vous voulez en savoir plus. Et puis, sur notre chaîne YouTube, il y a des vidéos explicatives. Et merci à tous. Merci à tous et très bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.